Dernière partie du chapitre sur l'imperfection des marchés. Partie numéro 3 donc, la politique de la concurrence cherche à maximiser le surplus du consommateur. J'ai rajouté et favoriser l'allocation optimale des ressources, c'est-à-dire grosso modo favoriser la recherche de l'optimum collectif. Bon. Arrêtons-nous à la politique de la concurrence cherche à maximiser le surplus du consommateur. Théoriquement, un marché concurrentiel conduit à l'optimum collectif, c'est-à-dire la situation la meilleure pour tous, je répète cela une dernière fois. Et c'était pourquoi l'État ne devait pas intervenir dans le fonctionnement des marchés, sauf cas exceptionnels. Mais nous venons de voir que les marchés ne sont pas nécessairement concurrentiels quand on les laisse aller. Et on aboutit à une situation sous-optimale. C'est pourquoi l'État peut avoir un vrai rôle, celui de forcer les entreprises à se comporter comme si elles étaient en situation de concurrence, et donc essayer de se rapprocher de la situation optimale. Pour lutter contre les entraves à la concurrence, des politiques de la concurrence sont donc mises en place. Elles peuvent se faire à l'échelle d'un pays, en France par exemple avec l'autorité de la concurrence, ou au niveau international, dans l'Union européenne par la Commission européenne par exemple. Ces politiques, elles ont trois axes. Le premier axe, c'est celui du contrôle des fusions et acquisitions, ou contrôle des concentrations. Ce contrôle des fusions et acquisitions vise à éviter que les opérations de fusion et acquisition, c'est-à-dire quand on ne construit plus qu'une seule entité à partir de plusieurs entreprises, ne conduisent à une disparition de la concurrence. Les entreprises peuvent se racheter entre elles, acquisition, ou fusionner, fusion. Or, dans ces deux cas, cela veut dire qu'un concurrent disparaît. Et moins il y a de concurrents, plus on se rapproche d'une situation d'oligopole, voire à l'extrême de monopole. Et les autorités peuvent contrôler si une fusion ou une acquisition fragilise la concurrence. Par exemple, la Commission européenne a interdit en 2019 la fusion du français Alstom et de l'allemand Siemens, parce que cela aurait donné un géant du ferroviaire, donc les trains, mais cette fusion aurait donné trop de pouvoir sur le marché européen au nouveau groupe et on s'attendait à des augmentations de prix. Axe numéro 2, la lutte contre les ententes illicites, c'est le cas des oligopoles qu'on a développés dans la section précédente. Notamment, rappelez-vous, avec les profs. Les entreprises ne fusionnent pas, mais elles s'entendent pour fixer les prix et ou les quantités et où se répartir les parts de marché. Autrement dit, elles s'entendent pour ne plus jouer le jeu de la concurrence. Par exemple, l'autorité de la concurrence en France a mis fin au cartel des compotes, avec Andros, Materne, Saint-Mamet, entre autres, qui faisaient des réunions pour fixer les prix de vente de leurs produits, à des niveaux supérieurs à ce que donnerait une vraie concurrence. Entre parenthèses, cela signifie, et ça peut être intéressant pour vous plus tard, cela signifie qu'il y a une police économique qui enquête sur tout cela. Troisième axe, la lutte contre les abus de position dominante. C'est le cas d'une société qui serait tellement puissante qu'elle pourrait empêcher d'autres entreprises de la concurrencer, par exemple en prenant des accords avec les consommateurs, ou par exemple en baissant durablement les prix à des niveaux inférieurs au coût de production. C'est ce qu'on appelle la vente à perte. Vous pouvez taper sur votre moteur de recherche abus de position dominante Google, et vous verrez que le géant américain s'est fait aligner, on va dire ça comme ça, par Bruxelles, c'est-à-dire la Commission européenne. En 2017, ils ont dû avoir une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir usé de leur pouvoir et du pouvoir que leur donnait leur position de leader dans les moteurs de recherche sur Internet. Ça leur permettait de favoriser certains de leurs services. Et il y a plein d'autres cas avec Intel, Microsoft, avec Servier, le laboratoire pharmaceutique, qui bloquait l'entrée sur le marché des médicaments génériques. Vous savez, ceux qui sont moins chers, et on en trouverait d'autres avec des entreprises qui sont bien moins connues. Donc, trois axes politiques qui visent à restaurer la concurrence et donc augmenter le surplus des consommateurs. Alors pour terminer, revenons quand même sur l'innovation. Je rappelle que nous avons vu que l'innovation, c'était une source de monopole temporaire. Or, l'innovation dans nos sociétés est encouragée. La raison est plutôt simple, c'est que l'innovation est source de progrès et de croissance économique. Alors pour illustrer le progrès, prenons l'exemple du coronavirus. L'entreprise pharmaceutique qui va trouver le vaccin ou le remède contre le coronavirus sera la seule à pouvoir le commercialiser. Ou elle fera payer à d'autres entreprises le droit d'utiliser sa trouvaille. Rappelez-vous, vous ne savez peut-être pas, mais bon.
Alors, pour terminer cette section sur la politique de la concurrence, arrêtons-nous un petit peu sur l'innovation. Je rappelle que nous avons vu que l'innovation était source de monopole temporaire. Donc normalement, elle devrait ne pas être encouragée. Et pourtant, l'innovation est encouragée. La raison est plutôt simple, c'est que l'innovation, c'est-à-dire l'application commerciale et productive d'une invention, l'innovation est source de progrès et de croissance économique. Alors pour illustrer le progrès, prenons l'exemple du coronavirus. L'entreprise pharmaceutique qui va trouver le vaccin ou le remède contre le coronavirus sera la seule à pouvoir le commercialiser, ou elle fera payer à d'autres entreprises le droit d'utiliser sa trouvaille. Si ce droit de propriété n'existait pas, est-ce que les industries pharmaceutiques se défonceraient pour trouver le remède? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur la gentillesse d'une entreprise? Rien n'est moins sûr. Bon. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû entendre parler de la tentative de Trump d'acheter une entreprise pharmaceutique allemande qui a priori serait proche de la solution pour pouvoir vendre ensuite très cher le remède dans les autres pays. Ça n'est pas beau, mais c'est comme cela que ça fonctionne. Alors les Allemands auraient refusé. Mais les Allemands auront sans doute refusé parce qu'ils dépendent largement de subventions publiques de l'État allemand. Bon, on n'en sait rien, bon, ils ont refusé et c'est tant mieux. Maintenant, illustrons le fait que l'innovation est source de croissance économique. Vous en reparlerez beaucoup l'an prochain parce qu'il y aura une partie, un chapitre qui s'appelle la croissance. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation, c'est ce qui permet aux sociétés humaines de se développer et de s'enrichir. La machine à vapeur, l'amélioration des transports, l'utilisation du pétrole, puis de l'électricité, puis de l'Internet, ne sont que des exemples qui montrent comment la société s'est transformée et comment elle s'est enrichie. Quand Edison a inventé l'ampoule, c'était peut-être pour le plaisir de l'invention, l'ampoule ou l'électricité, c'était peut-être pour le plaisir de l'invention, mais aussi pour celui de se faire du pognon, de gagner de l'argent. D'ailleurs, il en a profité pour créer General Electric en 1878, qui est l'une des plus grandes entreprises du monde. De mémoire, c'est la 7e, ou c'était la 7e en 2014. Donc, conclusion. Il ne faut pas interdire tous les monopoles, qu'ils soient d'innovation ou institutionnels, ils peuvent avoir des effets positifs qui surcompensent leurs effets négatifs, surtout s'ils sont encadrés et surveillés par les autorités dans un but de bien-être collectif.